1, 2, 3, fight! You win! Bonjour à tous et à toutes. Je n'ai pas fait le détail, mais donc aujourd'hui on va parler de Kubernetes et on va parler un peu plus précisément de notre retour d'expérience sur ces derniers mois de projet à essayer d'équiper un cluster Kube pour qu'il y ait tous les outils et la méthode pour le manager en prod. Donc moi je suis Aurélien Maury, je suis directeur technique et consultant chez WeScale. Donc on fait principalement de l'automatisation d'infrastructures dans le cloud et de l'automatisation de serveurs, de SI. Voilà. Bonjour tout le monde, je suis Ayman Lamara, je suis un cloud builder chez WeScale depuis un an. Moi, je participe principalement sur la mise en place des infras, notamment en fait la production de code, qu'elle soit de la phrase code pour créer les ressources IaaS, et aussi la création des environnements, le conseil, les bonnes pratiques. Ça en total. Vas-y. Donc l'objectif de la conf, c'est déjà de partager un peu avec vous ce que nous, on a pu avoir comme joie et galère à essayer de monter un cluster Kubernetes à la main. C'est pas facile tous les jours, donc on s'est dit que ça pouvait avoir une certaine valeur pour un public. En l'occurrence, il y a un peu de monde, donc c'est chouette. Alors, le challenge, tel qu'il nous a été posé. Donc, si on remonte un peu dans le temps, c'est plus sur le thème de l'année dernière. Fin septembre, le problème est posé, c'est construire une automatisation de plateforme Kube qui soit exploitable déjà, qui puisse être customisée, donc qu'on comprenne un peu ce qu'il y a en dessous et comment ça marche, qu'on puisse déployer sur n'importe quel IaaS. Alors j'ai mis VMware, c'est même pas forcément, ça rentre pas forcément dans ma définition, mais voilà. L'idée c'est qu'à partir du moment où on a un parc de machines, on puisse utiliser notre automatisation pour déployer dessus. Et qu'il soit aussi apprécié de ses utilisateurs, autant des devs qui vont déployer des applis dessus que des ops qui vont avoir à le maintenir et à le faire évoluer. Du coup, parmi les réflexions, alors forcément, le Kubernetes sur étagère chez les offres cloud, on l'a écarté tout de suite, vu que c'est lié à des providers de cloud. On a des risques potentiels d'écart entre les versions suivant le fournisseur. Et en tout cas, sur la méthode de management du cluster, il y a des écarts qui sont avérés, puisque ça ne passe pas par les mêmes API. Ça, c'était de base mis de côté. On a évalué un petit peu COPS aussi, pour voir où ça en était. COPS, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un toolkit qui permet de déployer du Kubernetes, qui est censé tout automatiser, mais qui cible surtout le provisioning des ressources et la configuration sur Amazon. Ils ont GCE en bêta et vSphere en alpha, donc c'était carrément hors sujet. Et accessoirement, la maintenance évolutive, vu que c'est un projet qui est très typé code et pas outillage de système, tout ça c'est masqué à l'intérieur de la base de code de COPS, plutôt que juste de l'orchestration, de installation, configuration de trucs qui existent déjà. Ça nous paraissait un petit peu trop. L'option from scratch, c'est-à-dire je prends les docs et puis les docs mon clavier et puis je tente ma chance. Là pour le coup on s'est dit que ça faisait peut-être un peu beaucoup de travail, qu'on n'avait pas forcément le niveau et que donc on allait faire demi-tour parce que on est feignant et que donc on préfère utiliser des trucs qui marchent déjà. Du coup, on s'est arrêté sur kubespray. Donc, kubespray, c'est un toolkit en Ansible qui permet d'installer Kubernetes. Alors, il y a plein d'options, on verra un petit peu lesquelles on a choisi. Mais du coup, ça a été notre base de travail pour mener notre projet. Ce qu'on attendait de kubespray, c'était plutôt un gros accélérateur. Et alors en fait, effectivement, ça nous a accéléré, hein, mais dans la pratique, c'était plutôt ça l'autoroute. C'est-à-dire qu'il y a effectivement plein d'options. Il y a des tonnes de choix, à la fois pour savoir quelles options on prend pour gérer la couche réseau, pour gérer le storage. Il y a des add-ons dans tous les sens. On n'avait pas forcément besoin de tout. Il y a des trucs qu'on a testés, qu'on a dû refaire à la main. Enfin voilà, on va voir dans le détail, mais donc kubespray, c'est pas juste je prends, je fais install et puis ça y est, ça marche. C'est aussi pour ça qu'on s'est dit que ça valait le coup d'en parler en conf.
Un petit disclaimer, vu qu'on va parler de toute l'architecture de notre projet et de notre prototype, il y a des chances qu'on utilise à un instant T des concepts qu'on explique à T+2. Donc, veuillez nous excuser pour ça, et puis on essaiera de garder une petite session questions-réponses s'il y a des choses qui ne sont pas claires à la fin de la session. Donc pour la partie outillage, je vais faire un petit rappel sur l'ensemble des outils qu'on a utilisés dans le cadre de ce projet. Rapidement, je commence déjà par le CubeSpray. Comme il a déjà dit Aurélien, c'est un ensemble de toolkits Ansible qui vous permettent d'installer un cluster Kubernetes. Il existe pas mal d'options, comme on l'a vu sur l'autoroute. Vous pouvez par exemple choisir votre runtime pour lancer vos conteneurs. Par exemple, vous avez le choix entre Docker, CRI-O ou autre. Vous avez aussi la possibilité de choisir votre gestionnaire de réseau, SDN, tel que par exemple Flannel, Calico ou bien autre. Et il y a aussi tout ce qui est changement de topologie dans votre cluster, tout ce qui est le rajout des nœuds, soit des masters, soit des nodes. Et aussi, il gère aussi la partie suppression des nœuds de votre cluster. Il supporte aussi sur les dernières versions pas mal de cloud providers, notamment comme AWS, GCP, Azure ou autres. Pour la partie Terraform, vous l'avez déjà entendu parler, je pense, et c'est un standard pour faire ce qu'on appelle de l'infra-code. Ce n'est pas le code en sens dev, mais il est basé sur un langage déclaratif HCL, c'est le HashiCorp Coding Language. C'est un langage déclaratif qui vous permet de déclarer vos ressources. Et une fois que vous avez cette déclaration, vous pouvez la modifier, vous pouvez la tester, vous pouvez aussi la versionner. Terraform, il se base sur un concept très intéressant. C'est le TF State, et c'est un fichier en fait sur lequel il se base Terraform pour avoir la visibilité sur les ressources qu'il a créées. Et généralement en fait on le garde soigneusement, généralement sur un bucket S3 bien chiffré. Quand je dis bien chiffré, parce que aussi ça peut être dangereux si ça part de vos mains, parce que ça contient tout simplement votre infrastructure. Il se base aussi sur les notions de workspace. Les workspaces, ça permet en fait de dupliquer l'environnement sur plusieurs plateformes, par exemple l'environnement dev, l'environnement test, l'environnement de production, et en changeant juste le paramètre. Nous, on l'a utilisé parce qu'on a fait les premiers tests sur Amazon, donc on s'est basé seulement sur la partie IaaS. Comme ça, on assure la réversibilité du projet si on part sur on-premise. Ansible, c'est un gestionnaire de configuration et la mise en place des applications. Il est basé sur ce qu'on appelle des playbooks et des rôles. Les rôles, on l'utilise pour mettre en place un produit, une base de données, un serveur de cache, etc. Et après, les playbooks, ça vient derrière pour orchestrer l'ensemble, pour la mise en place de votre environnement. Il est basé sur du ML, c'est un langage déclaratif. Il utilise le protocole SSH pour se connecter aux cibles. Comme je dis, là, il travaille au mode ad hoc. Ça veut dire en fait qu'il n'a pas un point central, il n'a pas d'agent. Ça peut être un avantage, parce que là, vous n'avez pas un point central. Si votre point central tombe, vous ne pouvez pas déployer vos applications. Et ça peut être aussi dangereux si vous ne gérez pas bien les accès SSH. Ça peut être en fait n'importe quelle personne, bien n'importe quelle machine qui a les accès SSH, elle peut faire n'importe quoi. Et il peut aussi faire ce qu'on appelle l'infra-code aussi, notamment la création des ressources sur Amazon, sur Azure, sur GCP, etc. Et par contre, l'inconvénient de ma connaissance, c'est qu'il n'a pas un state comme Terraform. Du coup, en fait, quand vous créez les ressources, il n'a pas un fichier qui lui indique les ressources qui sont créées. AWX, c'est la version open source d'Ansible Tower, by Red Hat. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Elle vous offre un dashboard qui vous permet en fait, de visualiser vos déploiements. Vous pouvez aussi planifier des tâches, avoir des logs, avoir les états de vos déploiements, soit les en running, soit les échoués, soit autres. Il permet aussi d'avoir des contrôles d'accès des utilisateurs, même définir des rôles, des groupes. Vous pouvez avoir par exemple un admin qui a l'accès sur l'ensemble des secrets, des playbooks, des inventaires. Et aussi un autre utilisateur, un dev ou bien un testeur, il peut avoir seulement l'accès à certains inventaires, à certains secrets, sans besoin de les avoir. Et aussi, en fait, ça construit un point central de vos déploiements Ansible. Prometheus,
C'est utilisé principalement pour la surveillance des systèmes et des applications. Il fait la collecte des métriques, des cibles qui sont déjà configurées. Il évalue plein d'expressions. Il peut même déclencher des alertes si certaines conditions sont remplies. Il y a aussi, il vous offre aussi un dashboard. Là, je l'ai mis en italique parce qu'on n'utilise pas souvent. En fait, c'est pas assez poussé en termes de fonctionnalité. C'est pour ça qu'on fait référence à d'autres outils qu'on verra plus tard. Il utilise le node exporter. C'est comme l'agent en fait qui fait la collecte des métriques. Il est installé, il tourne sur les cibles et après, il remonte les métriques, il les expose en HTTP. Et après, il y a Prometheus derrière qui vient et fait la collecte. Pour Grafana, comme je disais tout à l'heure, on l'utilise en complément avec Prometheus. C'est une suite de visualisation et de surveillance de données. Grafana, il vous offre des moyens plus poussés pour visualiser vos métriques. Il intègre pas mal d'outils open source. Et aussi, il vous permet de personnaliser vos dashboards. Vous pouvez avoir des dashboards par environnement, par produits qui sont assez compliqués, comme par exemple Kafka. Et ça, il se base sur des templates que vous trouvez en ligne ou bien vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Pour Graylog, c'est une plateforme de centralisation des collectes de logs. Elle est utilisée principalement pour collecter et indexer les logs, les stocker aussi. Il existe aussi, parce que le projet de base c'est open source, mais il existe aussi une version en enterprise avec des options plus poussées. Dans la plateforme, on trouve un moteur Graylog. En fait, c'est lui qui traite les métriques, les logs. Et aussi, il gère la partie affichage. Il gère aussi la partie affichage sur un dashboard. L'indexation par Elasticsearch et le stockage de la configuration avec une base de données Mongo. Fluentd, c'est un collecteur de données, et c'est lui, on peut le voir comme un agent qui collecte les logs et après les envoie vers Graylog. L'avantage de Fluentd, c'est qu'il structure les données en JSON et essaie en fait d'unifier la méthode de consommation de vos données, parce qu'en fait, quand on reçoit les données, il les formate en JSON, et ça construit un format standard afin que vous puissiez l'utiliser avec d'autres outils. Le Helm, c'est un package manager pour Kubernetes. Sur le système Linux, c'est l'équivalent d'un Yum ou APT, etc. En fait, le Helm, il gère pas mal la mise à jour des applications et les rollbacks. Quand on installe une application Kubernetes via Helm, donc il gère aussi la mise à jour et le rollback. Il est basé sur ce qu'on appelle des charts. Les charts, c'est quoi? C'est des fichiers MS, c'est des templates, c'est des valeurs. Une fois en fait on écrit le chart, on peut le partager, on peut le versionner, on peut aussi le tester, le modifier, etc. C'est bien parce qu'il faut être dans le cadre, mais pas trop proche. On a bien compris, merci. On vient rester là. Et du coup, Rook, c'est un orchestrateur des solutions de stockage qui sont exécutées dans Kubernetes. Ça vient avec un opérateur qui pilote l'infrastructure de base de stockage. Et c'est lui, en fait, qui discute directement avec votre outil de stockage. Il supporte pas mal de types de stockage, notamment le bloc, en mode objet, en mode système de fichiers aussi. Nous, on l'a utilisé principalement pour piloter Ceph. Alors, Ceph, vous l'avez déjà entendu parler déjà. C'est un outil, c'est un framework, vous l'appelez comme vous voulez, c'est pour permettre de faire du stockage distribué. Il supporte les 3 types de stockage. Comme je disais, c'est le bloc, système de fichiers, objets, etc. Il est conçu pour être sans point de défaillance et il est scalable aussi. L'implémentation dans Kubernetes se base principalement sur 3 types de pods. On commence par les MGR, ce sont les managers. C'est lui en fait qui a la visibilité sur l'ensemble des nœuds de votre cluster de stockage, et aussi il fournit un dashboard qui vous permet d'avoir visuellement l'état de votre cluster. Les OSD sont les pods qui tournent sur les nœuds dans votre topologie de stockage et qui parlent directement avec les disques qui s'occupent pour gérer la partie création des LVM, etc. Les mons sont les pods qui supervisent l'état des nœuds et après remontent l'information au manager. Et voilà. Alors du coup, le prototype qu'on s'est posé pour essayer d'assembler un peu toute cette grosse salade de fruits, ça ressemble à ça. Donc là, on a une vue, alors c'est
très macro, mais ce qu'on voit en fait en pointillé, c'est les différents groupes Ansible qu'on a considérés dans notre topologie. En fait, alors en rouge, vous avez les noms des groupes qui sont des noms réservés dans Kubespray. Parce que Kubespray est déjà basé sur Ansible, donc ils ont déjà des conventions sur comment l'inventaire doit être taillé. Nous, on est venu rajouter en fait les 3 hosts du haut, à savoir tout ce qui est Kubernetes Input. Alors on va aller en détail sur chacun, mais Kubernetes Input, on s'est dit ça c'est notre point d'entrée. Kubernetes Output, ça c'est notre point de sortie au cas où il y a de la donnée à sortir en termes de management du cluster. Et la machine repository qui nous sert pour nos déploiements, enfin de venir déposer nos packages applicatifs et les mettre à disposition du cluster. Alors on a fait un truc simple, hein, c'est... Ah tiens, il y a une faute d'ailleurs. Kubemaster est mutualisé avec etcd, tous les nœuds ne sont pas etcd. Désolé pour ça. On s'est basé sur du CentOS, comme on l'a vu tout à l'heure, tout ça on l'a automatisé avec du Terraform. Et en fait, pour mettre à disposition les applications qu'on va déployer dans notre cluster, on s'est basé sur 2 ingress. Donc on a utilisé le ingress controller Nginx. Et on en a fait 2, du coup de faire 2 ingress classes différentes, une pour exposer tous les services à destination de la maintenance et des ops. Tu peux définir c'est quoi l'ingress pour les gens qui ne connaissent pas. Donc l'ingress, pour ceux qui ont besoin d'un petit rappel, c'est ce qui permet, en fait, on va déployer plein d'applications dans notre cluster. Alors c'est super, il y a des endpoints, mais ils sont tous à l'intérieur du réseau du cluster. Donc pour que des utilisateurs finaux puissent accéder aux applications, on a besoin d'avoir un ingress controller. Donc c'est ce qui va faire c'est un pod qui va être déployé dans Kubernetes pour assurer le routage vers les services en fonction soit de l'URL qui est demandé, soit du hostname. Et en fait, cet ingress controller, on l'expose via un node port. Donc on va ouvrir un port sur tous les nœuds qu'on veut exposer, qui vont tous router vers cet ingress controller, qui lui-même va router vers les pods des services. Et donc, comme notre cible, c'était aussi potentiellement des déploiements on-premise, on a considéré qu'on allait faire une architecture qui soit un peu encapsulée. On va respecter le principe d'encapsulation, dire on a no in, no out, et on expose qu'une surface bien identifiée. Et en l'occurrence, on a besoin, pour s'intégrer dans un environnement on-premise, enfin dans n'importe quel environnement d'ailleurs, d'avoir un load balancer qui soit en dehors de notre infrastructure et qui vienne pointer sur ce node port qui est exposé sur tous les cubes nodes. Donc du coup, sur ce principe-là, on l'a multiplié par 2, un pour les admins et un pour exposer les applications métiers. Alors si on zoome un peu sur le input host, en fait c'est par là qu'on va rentrer pour manager notre cluster. Notre surface d'exposition à l'extérieur, c'est un port SSH. Et en fait, pour accéder à tous les services, on va voir la liste complète des services qu'on a mis en place, mais pour accéder aux logs et aux métriques, par exemple, en fait, il faut se connecter en SSH et faire un forwarding de port. Donc, comme ça, on est sûr que même si on n'est pas 100% au niveau sur tous les certificats de chaque endpoint, de chaque service, au moins sur le canal de communication, on est chiffré comme il faut. C'est par là également qu'on passe pour faire des rebonds SSH vers les autres machines, pour venir avec Ansible faire la configuration. Et du coup, ça va être notre point d'accès pour tous les opérateurs, que ce soit des développeurs, parce que ce cluster-là, on peut le répliquer à l'identique à la fois pour une prod et pour du hors prod. Donc on va avoir des développeurs à qui on va donner les clés pour pouvoir déployer leurs applications. On verra comment après. Mais donc c'est le point d'entrée pour tous les opérateurs du cluster. Cet input host, il a aussi un petit serveur Nginx local qui est configuré en reverse proxy pour atteindre le service Grafana qu'on a déployé dans notre cluster en passant par l'ingress admin. On expose du coup via ce Nginx le Grafana, le dashboard Ceph qui nous permet d'avoir une visibilité sur l'état du cluster Ceph, le dashboard Kubernetes, le Greylog qui lui va se trouver sur l'output host et le serveur AWX, donc l'interface web pour lancer des playbooks Ansible, qui se trouve en local sur la machine input. Il n'y avait pas beaucoup de détails dans cette section-là parce qu'on va revenir dessus.
C'est juste pour que vous ayez déjà bien la big picture en tête. On a aussi du coup un autre, enfin sur cet Nginx là, on a aussi une autre configuration qui vient faire du load balancing sur les API Kubernetes qui sont sur les masters. Ce qui fait que depuis ce serveur-là, on va pouvoir appeler directement les API en passant par ce Nginx-là et se retrouver load balancé. L'idée, c'est qu'on ne se connecte jamais au master pour opérer des déploiements, mais qu'on les opère plutôt depuis la machine input. On aurait pu mettre un load balancer au milieu, mais bon, ça nous faisait un composant de moins, donc c'était très bien comme ça. Le output host, du coup, c'est là-dessus qu'on va faire tourner notre serveur Greylog. C'est là que tous les logs de l'infrastructure remontent. Et l'idée, c'est que en fait, dans Greylog, il y a plein de formats de ports, ce qu'ils appellent des inputs, donc qui permettent de recevoir des logs. Donc on a du Kafka, on a du Rabbit, on a du R6log, voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer dedans. Et il y a aussi plein de formats de sortie. C'est-à-dire que Greylog permet directement, en faisant 3 clics dans son interface web, de créer un output qui permet à un autre système de venir se brancher dessus pour venir collecter les logs qui sont déjà centralisés sur Greylog. Dans une optique où on va potentiellement installer notre cluster dans différents environnements de premise chez différents clients finaux, c'était assez séduisant de pouvoir dire aux équipes d'Ops, en fait, si vous avez déjà des systèmes de collecte de logs, vous nous laissez faire notre sauce. On fait comme on veut à l'intérieur de notre cluster et vous nous dites quel système vous avez, vous venez vous brancher là. Ce output host, il a aussi du coup un Nginx local en reverse proxy donc ça sert de frontal pour le Greylog qui est le local. Et on va exposer aussi directement les interfaces Prometheus. Ce qui fait que si, typiquement, on a eu le cas avec c'était quoi? C'était du Centréon, je crois. Donc on nous a dit, bah oui, mais nous, on a du Centréon, alors où est-ce que je pose mes agents? Comment je les installe sur vos machines? On n'installe rien sur mes machines. C'est mon cluster, mon archi. Donc on ne vient pas mettre de la perturbation. Par contre, on va exposer Prometheus sur le output host. Et il y a un plugin Centréon qui peut collecter du Prometheus. Donc, vous venez vous brancher là, vous installez rien sur mes machines. Le repository host, ça c'est notre serveur de livraison. Il ne fait rien de phénoménal. On a un dépôt Helm pour les packages, pour tous les charts des équipes applicatives. On a un registry Docker pour les images qui sont construites par les devs. Et salement, on le fait connaître de tout le cluster en allant rajouter des lignes dans le TC host de chaque machine. Pour alimenter ce repository, du coup, on a construit des playbooks Ansible qui vont passer par le input host et venir déposer les fichiers au bon endroit sur le serveur de repository, remettre à jour les caches, voilà, pour que ça prenne le minimum de temps. Dans l'idée, en fait, les devs et les ops doivent pouvoir fournir des images sur le Docker Registry et le Helm Registry. Et du coup, tout ce qui est mis à disposition est du coup déployable sur notre cluster. Alors, tout ça, ça a donné lieu à un peu de code. J'espère que vous avez pris du café. Alors, un petit disclaimer, c'est pas le code dont on est le plus fier de toute notre carrière, mais ça marche. Donc, soyez indulgents, tout est open, et si vous avez des remarques, faites des issues. Ouais. Alors, du coup, on a monté le projet Kubi. C'était pas encore pris dans l'espace de nommage des projets Kubernetes. Oui. Donc, projet Kubi, c'est très bien. C'est pas un chien. Hein? C'est pas un chien, en fait. Non, non. Du coup, ça a démarré. C'était un fork de KubeSpray en 2.8.0. Alors, on a fait un fork, on n'a pas encore fait organiser notre contribution en merge request sur le projet KubeSpray. Ça fait partie des trucs qui pourraient venir dans les semaines, mois à venir. Là, du coup, comme on avait un objectif projet, on a forké, on a mis tout notre code dedans et on a commencé à bosser comme ça. L'idée, quand même, c'est de se dire que nous, on a rajouté quelques fichiers et on a modifié vraiment le minimum de ce qu'on pouvait, du code original de KubeSpray, pour pouvoir potentiellement merger les prochaines versions de KubeSpray qui arriveraient. Et que, du coup, là, on va limiter les merges à le README,
le makefile, le gitignore quand même. Et donc ça devrait être gérable a priori en 1 heure, on devrait pouvoir gérer les différents conflits des prochaines versions. Du coup, nous, on s'est fait notre maison dans le répertoire intégration et on a collé tous nos playbooks additionnels là-dedans. Le requirement.yaml, c'est, alors pour ceux qui ne connaissent pas bien Ansible, ça c'est ce qui va nous permettre de faire les liens avec les différents autres repositories de rôle Ansible et du coup de ramener du code qu'on va gérer dans d'autres repositories. On a également, alors pour commencer, on a un petit rôle qui est seed. Ça sert à mettre à jour le système, installer tous les prérequis sur une machine pour que Ansible puisse la manager confortablement. Ça, c'est complètement en dehors de Kubespray. Vous pouvez le réutiliser pour n'importe quel projet où vous managez avec du Ansible. Ça vient d'ailleurs installer Ansible et vérifier que ça tourne sur la machine cible. Donc ça, c'est notre bootstrap de base. On a un petit rôle raw Nginx. Alors, il est raw dans la mesure où il est vide. C'est-à-dire que la seule petite modification qu'on fait par rapport à un yum install Nginx, c'est qu'on va créer un répertoire etc nginx streams.conf.d et faire que le nginx.conf vienne include tous les fichiers qui sont dedans. Normalement, il y a le etc nginx conf.d qui est par défaut, où on va coller tout plein de configurations là-dedans. Ils vont être include, mais à l'intérieur d'une section HTTP. Donc ça crée de la conf HTTP pour Nginx. Là, tous les fichiers qui sont déposés dans ce répertoire-là vont être include, mais à l'intérieur d'une section stream, donc c'est du forward TCP. C'est par là qu'on va passer pour venir faire notre load balancing sur les API des masters. Comme ça, on n'a pas à s'occuper de gérer nous-mêmes le certificat, c'est directement Kubernetes qui affiche le sien. Et du coup, ces répertoires-là sont remplis par les autres rôles en fonction des besoins. Et on a plein d'autres repositories, mais on va y aller petit à petit par thème, par section, etc. Alors, la partie exploitation. Donc, comment ils font les ops pour manager tout ce bazar? Le plan, c'est déjà, on n'expose pas les API des masters à l'extérieur. En tout cas, pas directement. On ne fait que des opérations, on ne met à disposition que des opérations qui ont été testées hors production et introduites sous forme de playbook dans le serveur AWX. L'idée, c'est que AWX, ça nous permet d'avoir une interface web pour lancer des playbooks Ansible. Donc, normalement, toutes les opérations de maintenance courantes, type isolation d'un nœud, rajout d'un nœud, déploiement d'une application, tout ça, ça doit être cadré par des playbooks Ansible et mis à disposition derrière un joli bouton. Et du coup, dans AWX, on va pouvoir gérer par utilisateur, par groupe, qui a accès à ce bouton, qui peut juste voir le résultat d'exécution, voir l'historique, etc. Il y a une notion en sécurité qui plaît beaucoup au RSSI, c'est les ruptures de protocole. Alors, pourquoi pas, hein, l'idée, c'est qu'on ne soit pas dans le même protocole de bout en bout entre l'opérateur et le serveur qui va recevoir l'ordre. Pourquoi pas, mais la plupart du temps, ça passe par écoute, on va te mettre à disposition une VM, un environnement Citrix, puis tu vas y aller en remote desktop, et de là, tu auras une interface où tu peux même pas faire de copier-coller, et donc tu vas taper toutes tes commandes à la main. C'est pas vraiment mon kiff, donc je dis rupture de protocole, c'est simple, hein, c'est différents protocoles. Chez nous, ça va prendre la forme de SSH sur le input host, ça c'est notre point d'entrée unique. Ensuite, on passe par l'interface AWX pour déclencher quelque chose. Donc là, on est HTTPS. Et derrière, il y a encore du SSH, puisque ça va déclencher un playbook qui va se connecter à des machines. Ça me paraissait vachement plus sexy. Ça donne un peu ça. Si, c'est à peu près lisible. L'idée, c'est bien ça, c'est que... Alors, vous arrivez à voir la souris? Oui, on va suivre comme ça. L'idée, c'est que moi, en tant qu'opérateur, je suis par là, à l'extérieur. Et donc... Ouais, non... je ne vais pas le faire à la souris finalement. Donc on va commencer en haut à gauche. En tant qu'opérateur, je suis en haut à gauche. Et d'ailleurs, je suis plus par là. Donc je me connecte en SSH sur mon input host. Là, j'arrive dans ma home d'opérateur, donc mon ops user. Pendant ma connexion, j'initie un forward de port qui me permet d'accéder à AWX. De là, je vais pouvoir lancer des actions. Ça va déclencher du Ansible.
Ansible va se connecter en SSH. Et l'idée, c'est que il y a des politiques de sécurité dans Kubernetes qu'on a activées dès le début. On veut que vraiment les déploiements applicatifs ils soient dans un namespace particulier dédié à une application. Et pour ça, en fait, on a créé des users de deploy sur le input host avec une configuration de client Kubernetes, donc kubectl et en l'occurrence Helm aussi, qui va être directement basé avec un token qui n'a les droits de déploiement que sur un namespace. Donc on ne se base pas sur la confiance qu'on porte en nous-mêmes on est admin, mais du coup on va faire attention, on ne va pas déployer sur n'importe quel namespace. On va directement se mettre un premier checkpoint qui est si je suis connecté sur tel user, de toute façon j'aurai droit à rien d'autre. Et donc les opérations Ansible orchestrent du kubectl, du Helm, depuis ce user de deploy, depuis la machine input, et toutes les commandes vers les API vont passer au travers du Nginx local à notre input host avant d'aller être forwardées vers les masters. Donc voilà, pour résumer, c'est tout au travers de notre forward de port, surface d'exposition minimum. On pourrait discuter, mais dans le grand public, je pense qu'un serveur SSH bien configuré, c'est à peu près ce qu'on peut avoir de mieux à moindre effort comme chiffrement. Donc on n'expose que ça, et au travers de ça, on passe par AWX, Grafana, Greylog, Kubernetes Dashboard et Ceph Dashboard. Bon, ceux-là, on ne les a pas encore complètement intégrés. Mais ça va venir. Et on a mis des helpers. Et d'ailleurs, je vais faire la démo de tout ça. On a un rôle AWX Server qui fait juste l'installation. Alors, c'est une installation, ça passe par l'installeur officiel AWX. C'est une installation Docker standalone. Donc, il faut juste qu'il y ait le démon Docker d'installer. On lance, ça fait partie de l'installation dans nos playbooks, du coup, hein, mais avant de lancer l'installeur AWX, on installe Docker et on fait la configuration minimale pour que ce soit reboot-proof. Je le précise parce qu'en fait, de base, la base de données de AWX, elle est stockée dans /tmp. Ça peut réserver des surprises si on n'est pas au courant. Et du coup, ça, on le bind sur localhost uniquement et on l'accède par le forward, comme je l'ai dit 20 fois, je crois. Alors, ça nous donne quoi? C'est là qu'on va voir si le Wi-Fi tient, si on a bien fait les choses et tout ça. Donc là, je suis dans mon projet Kubi. On a mis un certain nombre de helpers dans le makefile pour éviter d'avoir à se rappeler de toutes les commandes compliquées. Donc si vous êtes suffisamment intéressé par cette conférence pour aller regarder comment ça marche, je vous conseille de commencer par le makefile. Puisque du coup, c'est là qu'on a stocké toutes les commandes un peu compliquées pour déployer notre infrastructure. Donc on a mis le Terraform directement dans le projet et dans le makefile ce qui va bien pour aller faire du init, du apply, etc. et déployer l'infrastructure. Il n'y a pas de subtilité. Sur la partie Terraform, il n'y a aucune subtilité d'assumer des rôles ou quoi que ce soit, donc ça c'est à vous de le gérer. Ça va vous créer un VPC, ça va vous mettre le prototype dedans, et ça va vous générer l'inventaire Ansible et la conf SSH pour passer au travers du input host. Donc en l'occurrence, ça ressemble à ça. Et du coup, ça c'est notre zone interne. Et tout passe en proxy commande au travers du input host. Dans KubeSpray, alors ça c'est de la structure KubeSpray, en fait ils ont pris une convention qui est de dire dans mon répertoire inventory, j'accepte d'avoir plein de sous-répertoires dans lesquels on va stocker nos différents inventaires. Donc si on veut manager plusieurs clusters en parallèle, on peut avoir comme ça nos différents inventaires. Nous on a mis tout dans notre proto et ça nous donne, voilà, là on a toutes les IP. Même pour accéder à l'input host, on passe au travers de l'input host. C'est beau quand même, non? En fait, l'IP publique, elle est que dans ce fichier-là.
Donc, parmi les jolis helpers qu'on a mis en place, il y en a un qui est SSH Input. Et qui, du coup, va aller nous chercher directement dans l'inventaire. Oui, je sais, j'aurais pu le faire avec du Hawk. Donc là, on a déjà le forward de port sur le port 9000. Et ça devrait faire que si je me mets ici et qu'on va chercher, par exemple, Greylog. Oh, c'est gros. Oui, c'est gros. C'est admin. What? Je vous préviens que ce cluster va disparaître en fin de journée, donc c'est pas la peine d'essayer des trucs bizarres. Ah bon, midi, je dirais. Donc voilà, Greylog en mode basique, ça c'est vraiment la partie search. Donc on a accès vraiment à tout plein de choses. Alors ce qui est très pratique avec Greylog, c'est que vous voyez ce gros champ là, qui contient plein de JSON, qui n'est pas très lisible. Je vais peut-être remettre un petit peu. Bah, si c'est vraiment pas lisible, on peut être create extractor, JSON. Et puis là, on lui dit juste tu prends tous les champs et tu les éclates. Et du coup, il va les indexer. Enfin, il va aller en profondeur sur ce champ-là à chaque fois qu'il reçoit un log du même type pour indexer chaque partie du JSON. Et du coup, nous permettre d'avoir les champs qui sont à côté là. C'est pas super pratique cette résolution. Voilà. Donc là, on voit qu'il se passe plein de trucs au niveau du namespace kubesystem et finalement pas grand-chose ailleurs. Donc on a notre Greylog. C'est assez satisfaisant la première fois qu'on se rend compte qu'en fait, on est en train de faire du troubleshooting et qu'on est en train de trifouiller dans des var logs et que là, on se rappelle qu'on on a installé Greylog et qu'en fait, il sert à quelque chose et qu'on se met à l'utiliser et en fait, c'est utile. C'est incroyable. La centralisation des logs, c'est trop bien. On a notre Grafana qui vient du coup avec un certain nombre de dashboards. Donc il y a plusieurs facettes. On peut aller regarder les ressources des différents nœuds, on peut aller regarder par namespace ce qui se passe. Alors ne vous affolez pas sur la taille des graphiques, il faut regarder l'échelle aussi. CPU usage, on est large. On peut éventuellement aller du coup en drill down sur les différents pods. Voilà, enfin, il y a plein de choses sympathiques. Ça vient c'est-à-dire à la fin de j'ai créé mon prototype avec Terraform et j'ai fait un make install all. Ça, c'est disponible. Tous les dashboards sont en place. On va finir de faire le tour, juste histoire de... Alors oui, j'avais dit Ceph et Kubernetes, on n'a pas fini de les intégrer. Mais, pour vous, en exclusivité mondiale, Merci. du coup, dans intégration, on a... Ah oui, je suis sur la machine distante. Donc, Ansible-playbook, intégration, et là, help lost dashboard access. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va aller chercher le mot de passe par défaut directement en discutant avec Kubernetes pour avoir l'accès admin. Ça nous l'affiche. Ça nous affiche un token qui nous permet de nous connecter au Kubernetes dashboard. Et ça nous construit une ligne SSH de la mort avec les bons forwards. C'est là que je serre un peu les fesses quand même. Donc là, on a le dashboard safe, on peut voir notre cluster, on peut voir qu'on a un réplica pool, on peut voir plein de trucs. Et normalement, la dernière pierre, accès par token, bim.
La foule est en délire. Euh, Donc voilà, vous avez accès aux organes internes du cluster. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, et si, il y a celui que j'ai oublié de faire un raccourci pour, la partie AWX, juste pour vous donner un petit aperçu. Allez, C'est le Wi-Fi. ouais, si on va dire c'est le Wi-Fi. Hein. Toujours connecté, oui. Ouais. Vous avez vu, c'est pas admin. Hein. C'est sécurisé. Hein. C'est admin password. Donc voilà, on va pas rentrer en détail sur AWX, notamment parce qu'on n'en a pas fait grand-chose. C'est-à-dire qu'on a mis en place la méthode, on n'a pas câblé l'utilisation des API AWX pour le remplir de playbook déjà à l'install. Donc on se les gardait sous le coude et en fait l'idée c'est qu'à partir du moment où on a un playbook qui marche de chez nous, qui avons les bonnes clés SSH et les bons tokens d'accès, le brancher dans AWX, ce n'est pas vraiment un challenge. C'est vraiment la couche de finition pour obtenir la gestion des utilisateurs, des groupes, des droits, etc. En l'occurrence, comme on est plutôt sympa avec nous, on s'est laissé les droits de faire ça en direct. Voilà dans l'idée. Ça va disparaître dès qu'il aura chargé. Ouais. Power ou Dev. Parmi les questions qu'on se pose en fait quand on essaye, qu'on travaille sur un cluster en cours de développement, c'est de fournir les accès aux différentes équipes afin qu'ils puissent déployer leurs applications, les tester et débugger si quelque chose ne marche pas. Et ça sans besoin d'avoir un accès direct sur le cluster. C'est pour ça qu'on fait appel à une notion, ce qu'on appelle Kubernetes User Space. Elle est basée sur les namespaces. Un namespace, vous pouvez le voir comme un cluster logique, comme un environnement isolé sur lequel vous pouvez déployer vos applications. Et seulement les gens qui ont le droit de voir ce qui se passe à l'intérieur peuvent le voir. Il y a aussi la notion de service account. Il y a aussi la notion de service account. En fait, c'est là où on définit les droits on peut dire, de chaque utilisateur. Pour avoir un utilisateur admin qui a l'accès sur l'ensemble des user space, il peut voir ce qui se passe là-dedans. Et après, on peut avoir un autre accès en tant que développeur. Il peut avoir seulement un accès sur un certain namespace. Il peut déployer son application et il a tous les droits sur le namespace, mais il ne peut pas voir ce qui se passe à l'extérieur. C'est pour ça, dans notre implémentation, on a un compte utilisateur sur le input host. C'est un utilisateur système qu'on a créé avec un playbook qu'on lance qui tire la configuration kubectl, qui installe kubectl déjà sur la machine, qui installe du Helm. Il tire la configuration, il la met dans la configuration kubectl, et aussi, il tire aussi l'assertif qui permet d'accéder au Kubernetes. Alors que notre kubectl, sur la machine input, il est pointé sur le forward Nginx en local, et après, qui se pointe sur les masters Kubernetes. Du coup, en fait, il y a une autre option pour développer, pour les devs surtout, c'est qu'on déploie directement à partir de sa machine locale. Faisons ça, genre on installe kubectl, on installe du Helm, et après on tire la même configuration qu'on a eue sur l'input host, et après on balance la sauce. Et ça via un forward de connexion SSH sur la machine input. Petite démonstration, tu as l'accès sur l'input. Ouais, tu es déjà connecté sur l'input. Je suis déjà connecté sur l'input. Ouais. Oh, vas-y sur l'input, vas-y sur le compte et après juste Helm list. Là, je suis en SSH input, d'accord. Donc en l'occurrence, ça va passer par ça. Donc là, j'ai changé de login. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans notre base de code,
dans la partie intégration, on a rajouté un petit répertoire K8s User Space. Et donc chacun des sous-répertoires de ce répertoire-là sert de base pour les déploiements des différents users applicatifs à destination de l'utilisation pour les devs. Donc tous les templates qui sont pris là, en fait, sont déployés sur Kubernetes. On va se mettre comme ça va bien. Merci. Ils sont déployés sur Kubernetes après avoir déployé le user applicatif et ça crée un user system avec un joli fichier. Config. Donc ça, c'est le token qui vous permet de communiquer avec les API Kubernetes. En plus, tu as un joli fichier CSCert en parallèle aussi. On a le CACRT du cluster. Donc ça, on a laissé Kubespray gérer toute la partie certificat des API. Et du coup, il faut qu'on descende le CACRT pour éviter d'avoir des alertes du type unsecure server. Et en l'occurrence, hey, ça, c'est en local. Donc ça pointe sur notre Nginx local, et parce qu'on passe par kubernetes.default.svc.cluster.local, ça prend la bonne route en TCP vers les masters. Et donc depuis là, Ça, on voit bien l'ensemble des applications qui tournent sur le cluster. Space. il manque un E à name. Ouais. Et là, c'est un utilisateur admin, en fait. Il a tous les droits sur le cluster. Donc, on peut voir tout ce qui se passe dans le différent namespace. Ça spoil un peu pour la suite, mais... Et donc l'idée, c'est que normalement, en tant que développeur, si je veux pouvoir déployer une application, genre la dernière version que je viens de builder sur ma machine, je veux la déployer tout de suite sur le cluster. Je vais lancer un playbook pour injecter mon image Docker sur le cluster. Et ensuite, je vais faire du Helm depuis ma machine, en trichant un petit peu avec juste on récupère la config, on change le chemin vers le fichier CRT. Et du coup, par le forward de port, ça passe directement, ça passe au travers du SSH jusqu'au Nginx local de la machine input qui va forwarder sur les masters et ça va bien se passer. Où est-ce qu'on en est ? Vas-y, partie métrique. Ouais, on va faire juste lire en fait. Pour la partie métrique, alors du coup, on a déjà vu très rapidement la partie Grafana. Donc je rappelle juste, voilà, on a un rôle Kubespray Monitoring qui rassemble en fait le déploiement de Prometheus Operator et de différentes custom resources, notamment une qui s'appelle Service Monitor. Et en fait, ça, c'est la ressource qui va permettre à une équipe de dev, dans ses charts Helm, de flaguer quels sont les endpoints à intégrer dans la collecte Prometheus. Derrière ce Prometheus Operator, on a je vais faire dans l'ordre, pardon. Le rôle Ansible, il fonctionne en déposant des templates sur les masters. Donc on a déjà une première possibilité de mixer les variables Ansible avec les templates YAML qu'on veut appliquer sur Kube. Et il fait basiquement du kubectl apply sur chacun des fichiers qui ont été déposés sur les masters. On déploie le monitoring dans un namespace à part qui s'appelle originalité oblige monitoring. Et on a tous les dashboards que je vous ai montrés qui sont directement embarqués dedans. Cela veut dire aussi, en fait, si votre cluster est mort, ça veut dire en fait que la supervision elle est morte aussi. L'approche survivaliste, c'est souvent la première remarque, c'est oui, mais alors du coup, si je perds mon cluster, je perds mes métriques. En fait, c'est le jour où le dashboard des métriques s'éteint. Là, oui, effectivement, faut lever une alerte rouge, mais genre rouge vif, quoi. Et on a a priori d'autres soucis que de réparer le système de métriques en premier, quoi. Donc Prometheus et Grafana restent dans le cluster, ils mourront avec lui, mais l'idée c'est bien que en fait, c'est tellement simple d'avoir à dropper ça à l'intérieur du cluster et de le laisser manager que ce serait dommage de se passer de ça, quoi. Donc ça je l'ai déjà raconté, mais si on veut fournir des métriques à d'autres systèmes, ça passe par le output host et le Nginx du output host qui va être en reverse sur Prometheus.
Et alors live démo, on l'a déjà un petit peu vu, mais outre les dashboards en eux-mêmes, ce qui est plus intéressant à mon avis, vous êtes un public de connaisseurs, on vous soigne, c'est aussi la partie... à quoi ça ressemble? Alors ça paraît hyper simple comme ça quand on le raconte en 3 slides, mais je ne peux résister à l'envie de vous ouvrir le capot. Donc ça, c'est tous les templates qu'on va poser sur le master dans le bon ordre. Il y a notamment la version namespace, la création de namespace, Voilà, les user service accounts. Les pod security policy, le daemon set avec les nodes exporteurs pour qu'on puisse remonter toutes les métriques des systèmes qui sont sous-jacents à Kubernetes. Donc il y a une certaine complexité. Il y a déjà, en fait, si on cherche dans les charts Helm stables, il y a un chart qui est Prometheus Operator. Alors en fait, ça, pour une raison qui me reste encore inconnue, on n'a juste pas réussi à le faire fonctionner. C'est-à-dire qu'on a fait ça en se disant, ça va nous prendre 5 minutes. Et en fait, bah non, ça ne nous a pas pris 5 minutes, ça nous a pris même plusieurs jours. Et donc ça, c'est basé sur les articles formidables d'un gars qui bosse chez Sysdig, qui a fait une série d'articles sur Monitoring Prometheus. Bon, j'ai appris après que c'était un des committeurs du Prometheus Operator. Et donc dans les repos GitHub qui fournissaient en exemple de ces articles, là pour le coup tu prends, tu copies, tu colles et ça marche, quoi. C'est incroyable. Donc on a rajouté très peu de choses. Bah d'ailleurs en fait il est flagué puisque c'est du J2. On a rajouté la partie ingress pour exposer le Grafana via l'ingress admin et avec la bonne ingress class et que du coup on puisse l'exposer à l'extérieur du cluster pour le input host. On reviendra un petit peu sur la partie comment rajouter des métriques dedans sur une démo qui vient un peu plus bas. Musique d'ascenseur. Ouais. Danse folklorique, tout ça. Rapproche pas. Passage sur PDF. Ah ouais. Il n'y a pas d'épileptique dans ça? Une petite révision en fait pour voir ce qu'on a fait. Ouais. Pour la partie centralisation des logs, comme je le disais tout à l'heure, on est passé par Garilog. On a fait une install minimum. C'est l'architecture référence sur le site officiel de Garilog, c'est en mode standalone. Et après, donc ça inclut en fait le moteur Garilog qui est installé sur la même machine, l'Elasticsearch qui est aussi en single node, la base aussi MongoDB. Et ce qui est bien aussi avec Garilog, c'est que vous avez plusieurs niveaux en fait. Et vous pouvez scaler sur, par exemple, le niveau Elasticsearch si vous voulez plus de robustesse, et aussi pour la partie Mongo. Donc, notre archi cible, comme l'a dit Aurélien tout à l'heure, le Garilog il est installé sur la machine output. On l'a déployé en utilisant l'Ansible, le playbook Ansible sur le site officiel. Un peu retravaillé. Quand j'ai retravaillé, c'est sur le déplacement de la partie data, le stockage des data sur un autre disque qui est attaché au VM. Et ça, en fait, pour ne pas remplir le disque qui contient tout simplement le système. Et après, s'il y aura besoin futur pour rajouter plus de capas, ce sera plus simple à gérer. On peut aussi accéder à Garilog via l'Nginx à partir de l'host input. Il y a un forward de port. Et aussi, avec Garilog, on peut créer différents outputs pour brancher d'autres systèmes, comme le syslog, le Datadog, le XMPP, etc.
Le FluentD, c'est l'agent en fait. On peut le voir comme un agent qui tourne sur les VM et après il remonte les logs, il les envoie vers Graylog. On a déployé en mode classique, ça veut dire en fait qu'on copie le template sur un des masters et après on apply via kubectl. Notamment, c'est un daemon stat. Un daemon stat, c'est un pod. C'est un pod qui tourne sur l'ensemble des machines. Il a son namespace, son propre namespace. Et aussi, il envoie tout ce qui dans Verilog Containers en utilisant le plugin Gelf TCP. Ils envoient vers Graylog. Gelf, c'est le plugin qui est compatible avec Graylog. Et aussi, tout ce qu'on trouve Verilog Containers, ça veut dire en fait quand vous déployez vos applications, vous allez directement écrire en sortie standard. Revenons sur le dashboard. Ouais, Tu l'as déjà? Ouais, mais je suis sur Mac en fait. Il n'y est pas. Ouais, Et j'ai le forward. T'as le forward? Peut-être le refresh. Ouais. Mais c'est ça, la connexion est morte. Là, il faut réhalluciner en fait, parce que la connexion est morte. Super Canard. Regarde, on passera sur autre chose, on attend Super Canard, viens à notre on aide. reviendra plus tard. C'est bon. C'est bon. Merci, Super Canard. J'ai créé des dashboards. Dans Search. Là, ce qu'on voit bien, enfin, c'est tout ce qui remonte FluentD par rapport à ce qui tourne dans notre cluster. On a un dashboard par défaut que vous pouvez personnaliser après par rapport à vos besoins. Et là, ce qui remonte, on va tout ce qui se trouve dans Verilog Containers. Pour moi, on va faire un peu plus de visu. Les logs sont en format JSON, notamment avec plus de détails sur une namespace, sur plein de trucs. Alors là, c'est un peu comme AWX, c'est-à-dire que ça pourrait être vachement cool d'utiliser les API de Graylog pour brancher des dashboards qui correspondraient exactement à nos besoins, tout ça. Ce serait vraiment bien. On l'a pas fait. Et après, pour On le fera un jour. Ouais. Mais après, pour la partie en Outpost, en fait, vous avez plein de plugins qui sont disponibles gratuitement que vous pouvez installer pour brancher votre système. Donc là, par défaut, on a juste le ACD-Out et le GELF. Okay. Attends. Vas-y. Si, c'est ça? Non, c'est ça. Du coup, si on zoome sur la partie repository, bon, ça nous sert à stocker nos images applicatives, nos charts Helm, c'est connu du cluster, tout ça on l'a déjà un peu dit. On a un rôle Ansible qui vient du coup faire une installation la plus basique possible de ce que c'est qu'un Helm repository, à savoir Helm avec l'option serve et un chemin vers un répertoire qui du coup va servir tout ce qu'il y a dans le répertoire. C'est formidable. Donc une configuration systemd pour s'assurer que cette commande-là elle tourne tout le temps. Et en fait, pour le déploiement, c'est juste on dépose des fichiers dedans et on fait un restart du service. Et ça se fait vraiment d'un claquement de doigts. Ça, c'est intégré dans le frontal dont on a parlé tout à l'heure, le Raw Nginx, pour avoir un truc un peu plus sérieux que Helm Serve en accès depuis le cluster. Sur la partie Docker Registry, pareil, c'est de l'installation basique Docker Standalone. Là, Docker en met en dehors de notre cluster et c'est intégré dans le même frontal avec sa route à part sa route, son port, etc. Ça va donner quelque chose comme ça. Si on zoome un peu sur la partie code, du coup, si on veut déployer des choses, on a mis
Toujours dans l'intégration. Pour les curieux qui iront voir, en fait, on a mis des tonnes de playbooks au même niveau, puisque en fait, dans Ansible, il y a des répertoires group vars qu'on peut utiliser pour avoir des variables par groupe de machines Ansible. Ces répertoires group vars, ils sont évalués soit s'ils sont à côté de l'inventaire, donc ça, c'est plutôt les variables qu'on a laissées qui sont issues de CubeSpray, et soit si elles sont à côté du playbook. Donc en l'occurrence, toutes les variables que nous, on a rajoutées, elles sont dans l'intégration group vars et du coup au même niveau que nos playbooks. On a une première partie, tout ce qui est préfixé plateforme, ça concerne l'intégralité de la plateforme. Tout ce qui est préfixé repository, aux surprises, ça installe le repository. Pareil pour input. Et on a ops, donc pour toutes les opérations. Du coup, si je veux, moi en tant que développeur ou ops, déployer une image sur mon registry, ça passe par, depuis mon poste, import docker image, où on va tirer en fait, l'image du démon Docker local à la machine qui lance le playbook, en faire un tar, l'injecter sur la machine repository, et rien, c'est tout, c'est fini après ça. Si, on va la taguer, c'est ça qui me manquait. On va la retaguer. Et pour la partie Helm, du coup, on a deux options. Soit import Helm chart, où on va tirer un chart depuis un repository qui est sur le net et l'injecter dans notre repository à nous. Ça, c'était pour les préliminaires de l'installation hors Internet, dont on parlera après. Soit import npkg, où juste on donne un chemin local et du coup, ça nous le met à disposition. Du coup, ça fait quelque chose comme ça. Non. Oui. J'ai combien de shells connectés, moi ? Oh, un chart Helm, pré-packagé, quelle surprise. Donc, intégration, ops, import npkg. Waouh. Ouais, je me connecte sur le master parce que je reste un feignant. J'ai mis en place une super méthode, j'ai formé les gars, mais c'est mon cluster. Du coup, repo. Déjà installé le... Tu es là sur... Ok. Donc là, on voit que dans le... Oui, on l'a déjà installé. Okay. Le hasard, c'est nul pour les présentations. Donc là, si on voit dans notre repo list, on voit qu'on a une partie cluster. Donc ça à l'installation de notre cluster, donc quand on installe vraiment toute la solution, on vient faire un helm repo add cluster repository.cluster.local qui va pointer sur notre machine repository. Et donc là, si je fais un helm search Kafka, j'ai mon cluster / Kafka qui remonte. Et la vie est belle. Je me rends compte qu'en fait, on n'arrête pas de spoiler la fin, c'est chiant. Pour la partie stockage, comme je le disais tout à l'heure, on est passé par la solution Rook-Ceph. Rook, qui vient avec un opérateur qui pilote la partie Ceph. On est passé par le Chartan, qui est sur le site officiel un peu retravaillé. J'ai retravaillé, c'est surtout qu'on active les airbags dans votre cluster. Le chart, en fait, ne fonctionnait pas comme il faut, tout simplement. Donc, le pod opérateur s'attend sur un namespace à part, sur Ceph System. Pour la partie Ceph, on a utilisé un déploiement personnalisé, notamment pour définir la topologie qu'on a déployée sur notre cluster, tel qu'on voit sur le schéma.
Nous c'est les nodes cubes qui gèrent la partie stockage. Ils ont des disques attachés. L'ensemble des pods Ceph, ça tourne sur un namespace à part, Rook Ceph. Et aussi, il crée ce qu'on appelle une storage class. On a aussi la notion de replication pool. C'est là où on définit comment on fait la réplication. On va le voir dans le code. Le filtrage est aussi important. En fait, ça vous permet de définir votre topologie de stockage. Nous, on a utilisé la notion device. Ça veut dire en fait tous les nœuds qui ont un device attaché XVDB, il va les prendre en compte. Bon, ce n'est pas l'idéal. Il y a d'autres façons pour le faire, comme en passant par les affinities, c'est plus performant. Ça veut dire en fait on tag les nœuds qui sont censés d'accueillir le cluster Ceph avec un label storage. Et après, dans le deployment, on dit tout simplement tous les nœuds en fait, qui valident cette condition, on les prend pour le cluster Ceph. Il y a aussi un paramètre qui est assez important, c'est le data-dir hostpath. C'est par défaut les dons varlib rook. Et cela en fait permet aux pods, notamment les OSD, de persister leur configuration directement sur les machines. Pourquoi je dis ça en fait, surtout quand on travaille sur un cluster de stockage, on commence à perdre les nœuds, surtout quand on redémarre le pod, là il sait très bien où est-ce qu'il cherche la configuration. On a rencontré ce problème-là avec d'autres solutions. Là, on va en parler plus tard. Et du coup, si vous perdez un nœud ou bien un pod, bah, ça redémarre facilement et cherche la configuration. Et après, ça rejoint le cluster assez facilement. Démonstration, juste à part le dashboard. Toujours connecté? Bah, tente. Fais un contrôleur. Ok. Là, tel que nous voyons, en fait, c'est l'ensemble des nœuds sur lesquels nous avons nos agents qui tournent les pods. Il y a aussi la replication pool, celle qui définit en fait le facteur de réplication. Et après, on peut avoir plus d'informations voilà, sur le cluster avec le dashboard, notamment là sur la capacité de stockage qui est disponible sur le cluster avec d'autres informations. Et après, tu peux avoir l'intellige? L'intellige, déjà il est. Ouais. Déjà ouvert? Si, tu l'avais. Ouais. Pardon. Je la mets dans template. C'est la souris. Pas move. Désolé, je suis habitué au Mac. Il y a un touchpad sur les Mac aussi. Ah oui, mais... okay. Dans Ops. Donc là, ouais, ça fait partie des choses dont je ne suis pas forcément fier, mais du coup, sur la partie déploiement du cluster en lui-même, enfin création du replication pool, en fait, je l'ai collé dans ce répertoire-là, parce que c'est à chaque fois qu'on fait create KVTest user space, il prend les templates, il les applique. Donc c'est pratique. Mais j'ai pas pris le temps d'en faire un rôle à part. Ça fait partie des prochaines étapes. Ouais. Tel qu'on voit, en fait, on crée l'objet Kubernetes en fait, qui permet de définir votre taux de réplication ici. Et aussi la création de storage class qui vous permet après d'avoir de la capacité de stockage. Vous pouvez la définir aussi en tant que default dans votre Kubernetes. C'est comme ça quand vous déployez vos deployments, soit vous définissez explicitement la classe de stockage à utiliser, soit vous le laissez par défaut et là, ça va créer directement un volume Ceph. Et dans la partie donc le déploiement Ceph cluster, là dans la partie stockage, il y a l'attribut useAllNodes, on va le dire à true, et après on filtre par device. Comme je disais tout à l'heure, il existe pas mal d'options. Et après vous avez d'autres paramètres pour définir notamment aussi la qualité de service des pods. Ça vous permet en fait de garder en vie vos pods si le cluster commence à avoir de la charge et il ne va pas tuer directement les pods qui sont prioritaires. Et du coup, en fait, il va commencer par les pods qui ont une qualité de service qui est moins par rapport à d'autres.
Euh, ouais. Je mets sur le- Présentation. celui-là. Alors, Kafka. On s'est dit qu'il nous fallait un cas pour tester que notre cluster il marchait. Et en l'occurrence, qu'on n'avait pas forcément envie de se baser sur les travaux de notre équipe de dev qui étaient en cours et de leur mettre la pression pour qu'ils nous livrent une appli et qu'on puisse tester, etc. Du coup, on s'est dit, bah, tiens, Kafka, c'est un bon premier cas de test. Donc, clairement, c'est un nice to have. C'était censé être, enfin, c'était sur le chemin critique pour l'application du projet en question. Et en fait, comme nous, ça nous permettait de valider que notre cluster fonctionnait, qu'il était solide, bah, on l'a basculé dans notre périmètre et c'était pas à intégrer dans les charts de l'équipe de dev, mais c'était à nous de le fournir comme outillage de base de la plateforme. À l'adresse qui est indiquée, on a un chart Helm qui est en fait basé sur les charts de. J'ai bien mis POC parce qu'ils mettent un gros disclaimer disant qu'il ne faut pas utiliser ça pour la prod. De chez Confluent. En l'occurrence, d'après les gars de Confluent, déployer un Kafka sur une solution de conteneur quelle qu'elle soit, c'est un anti-pattern. Pour autant, il y a des gars de chez eux qui l'ont fait pour montrer que c'était faisable. Donc, nous, on s'est dit, bon, si on va tester, si ça match nos exigences en termes de perf, bah, tant mieux, ça nous permet d'unifier la maintenance, et donc ça nous simplifie la vie. Et tout ce qui simplifie la vie est bon. Donc, on l'a forqué, on l'a modifié pour... alors là, pour le coup, c'était dans le manuel. Il y a marqué, si vous voulez ajouter des limites et des requests pour réserver des ressources pour vos pods, merci de modifier ce fichier. Donc on a forqué, puis on a modifié. On a travaillé aussi sur la partie exposition des métriques à Prometheus, parce que en fait, le Prometheus Operator, il vient collecter des services, au sens Kubernetes du terme. Et en fait, il y a un petit problème, c'est qu'il y avait déjà dans les charts Kafka de Confluent, il y avait déjà tout ce qui était JMX vers Prometheus. Génial. Mais au niveau pod. Donc ça, c'était pas exposé en tant que service, donc on n'y avait pas accès. Donc on a un peu trituré le chart pour exposer cette partie JMX Kafka et du coup rajouter une partie service monitor et l'intégrer. Ce qui nous donne quelque chose comme ça. Ah non, j'avais d'autres trucs à dire. Et continue après. Tu as déjà parlé, ouais. Ouais, je peux en parler. Mais Kafka, ça mange. Ça mange beaucoup de RAM, ça mange beaucoup de CPU, surtout au démarrage. Donc faites attention. C'est le genre de truc qui met un cluster à genoux quand on n'a pas prévu le truc, quoi. Ça nous a réservé 2-3 surprises sur les premiers tests, où carrément ça ne voulait pas démarrer, quoi. On a démarré avec des machines, genre avec 8 GB de RAM, et après, quand on a lancé le Kafka, tu as vu les machines qui tombaient l'une après l'autre, c'était l'enfer. Après, on est passé avec des machines avec 16 GB de RAM. Là, ça tenait quand même, ouais. Pour la petite histoire, c'est si on parle pour Ceph, on met un peu de lumière sur la partie sécurisation des ressources, limite, request, etc. Il y a un truc intéressant, c'est que du coup, quand Kafka démarre, il a besoin de plein de ressources. Donc, Kubernetes, qu'est-ce qu'il fait? Il est gentil, il dépriorise tous les pods qui ne sont pas prioritaires, dont Ceph. C'est dommage, parce que Ceph, ça fait partie du socle pour asseoir Kafka. Donc, du coup, ça se casse la gueule en boule de neige. Ouais, ça fait carrément partie de ma démo, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On est reparti côté répertoire d'intégration. Et sur la plateforme, on a du coup un plateforme install Kafka. Donc ça reprend, bon, c'est assez basique. L'idée, c'est que on s'est dit que tout ce qu'on avait besoin de faire potentiellement 2 fois valait le coup d'écrire un playbook. Donc là, ça se connecte sur le master pour faire un Helminit, repo update. Et ça nous installe du coup
via ce petit include de tâches Ansible. Ça nous installe un service Kafka Backbone, pardon, un chart cluster Kafka sous le nom Kafka Backbone dans le namespace Kafka Backbone. Et du coup, on peut passer tous les paramètres qui vont bien au chart directement au format Ansible. Et du coup, tailler nos JVM et savoir voilà, les storage classes qu'il faut utiliser pour les data, pour les logs, pour le schema registry, les différents composants de la plateforme Kafka. D'accord pour l'install. Du coup, pour la partie service monitor, c'est-à-dire pour l'intégrer dans le monitoring de Prometheus, il y a ce petit objet à rajouter. Du coup, le kind service monitor, lui, il est créé en tant que custom resource au moment où on installe notre rôle monitoring. Et donc, ce que ça dit, basiquement, c'est que ça donne en spec les endpoints. Donc, le port metrics, c'est parce que dans notre déploiement de Kafka, on a la définition du port dans le service qui est nommé metrics. Donc, il va retrouver la correspondance avec la valeur numérique. Et donc, toutes les 30 secondes, il faut aller dans le namespace Kafka Backbone, trouver tous les pods, pardon, tous les services qui ont le label app égale CP Kafka. Donc, du coup, si on va par là, dans notre Grafana, c'est pas grave. Une petite tension quand même à chaque truc qui ne se connecte pas. Très Confluence. Ils sont où les dashboards? Dashboards, home. Confluent open source. Voilà. Donc là, du coup, on a un dashboard Grafana qui est, pour l'instant, dans notre base de code, elle est à l'extérieur dans intégration Kafka, notre Kafka dashboard.json. Ça, c'est des choses qu'on va, du coup, en finition, il faudrait l'intégrer via l'utilisation des custom resources de notre rôle monitoring pour créer directement le dashboard et le service monitor au moment où on installe Kafka sur la plateforme. Pour autant, ça, il manque encore quelques finitions puisque on a pris le dashboard officiel disponible sur la librairie Grafana et on a pris les charts de Confluent. Ils ont eu la bonne idée de renommer toutes les métriques avec un petit préfixe, CP underscore. Donc on a un petit peu de modification à faire sur le dashboard Grafana pour que ça marche. Enfin, il faut aligner au moins entre le dashboard Grafana et le déploiement d'une charte. Et cerise sur le gâteau, du coup, on a suivi le tutoriel d'install de chez Confluent et dedans, il y a un benchmark. Voilà, donc on s'est dit, bah tiens, on va carrément le câbler, histoire d'avoir un bench reproductible qui nous permette de savoir si notre cluster fonctionne. Alors, j'ai pas remonté toutes les variables, mais du coup, là, c'est bon, ça nous fait un petit million de messages. Ne vous inquiétez pas. Où je suis là? Alors, non, c'est pas Make d'ailleurs. Ansible Playbook. Intégration. Non. Ops, bench. C'est Kafka Bench, c'est pas Bench Kafka. Je veux dire. Et donc notre Kafka Bench, juste pour votre culture générale, en fait ça va aller lancer un Kafka client, donc un petit conteneur supplémentaire, Kafka client, et lancer des commandes à l'intérieur. Donc en l'occurrence, on va aller vérifier la liste des topics existants, créer un topic pour notre test s'il n'existe pas, et injecter des messages via les toolkits de Kafka.
Donc en l'occurrence, il y a le producer performance pour l'émission et le consumer perf test pour la réception. Oh, on a déjà injecté 1 million de messages. Mon Dieu, c'est rapide. Donc parmi les trucs qui peuvent être intéressants, du coup, si vous voulez troubleshooter votre Kafka et faire du fine-tuning, ça, ces 2 outils-là, c'est quand même assez pratique, parce que du coup, on a vraiment le détail, presque trop de détails, mais du coup, là, on voit qu'on arrive à du 49 000 et quelques records par seconde en écriture, en sachant que l'écriture, du coup, ça passe au travers des endpoints Kafka qui vont aller écrire dans les volumes Ceph de notre infrastructure. Et en lecture, là, on plafonne à... c'est laquelle? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En lecture, ça sera plus Donc rapide. on est à 86 000 messages lus par seconde. Et c'est vraiment fait en décalé. Donc c'est d'abord que de l'écriture, ensuite que de la lecture. Donc ça pourrait être intéressant. Du coup, nous on a prévu de se dire, pour faire nos crash tests et prouver que la solution est stable, du coup de lancer des benches sur beaucoup plus de messages ou sur des durées plus longues, tout en shootant des nœuds. Et puis en les regardant remonter et vérifier quel effet ça a sur cette métrique-là. Pour la prise de hauteur, là, on va passer brièvement sur l'ensemble des difficultés qu'on a rencontrées au fur et à mesure de la réalisation du projet. Tout d'abord, je commence par le premier conseil, c'est vraiment d'activer les airbags dès le départ de votre développement. Nous, on a fait l'erreur en fait, de partir avec cluster sans les airbags. On a commencé à déployer les outils, on est arrivé à un point un peu avancé dans la réalisation. Et après, quand on a commencé à activer les airbags, là, on s'aperçoit en fait que la moitié des trucs qu'on a mis en place, ça ne marche pas. C'est le même problème en fait qu'on a eu avec Ceph, je reviendrai plus tard. Et donc pensez bien à l'activer dès le départ, comme ça vous allez rencontrer les problématiques un peu en avance et le mieux en fait les fixer avant de partir plus loin. Du coup de base, Iketi GlisterFS, tout simplement Iketi, si vous le connaissez déjà, c'est un peu comme Rook, c'est l'opérateur qui orchestre la solution de stockage, et GlisterFS, ça fait pareil comme Ceph. Sauf le projet, il est un peu jeune, donc il n'est pas en fait connu comme Ceph. Du coup, en fait, la mise en place dans Kubernetes, c'était simple, mais le problème avec le projet, c'est vraiment instable. Et ça, on l'a remarqué quand on a commencé à perdre les machines. Vous déployez déjà le cluster, ça tourne, vous créez des volumes, nickel, vous avez de la réplication, ok. Et après, quand vous avez commencé à perdre les machines, tout simplement, c'est GlisterFS, en fait, il perd un nœud dans sa topologie, il va te dire tout simplement, j'ai pas de stockage, j'ai plus de capa, je ne peux pas créer un disque. Et aussi une autre problématique, c'est de perdre l'opérateur qui est Iketi. Parce qu'on a remarqué, en fait, Iketi stocke de la configuration du cluster sur un disque éphémère. Du coup, en fait, quand le pod il meurt, du coup, vous avez perdu la configuration de votre cluster et vous n'avez plus de cluster, tout simplement. La remise de votre cluster, c'est un peu très compliqué et la seule façon qu'on a trouvée, c'est de réinstaller le cluster from scratch. Et ça, en fait, ce n'est pas des choses qu'on s'amuse à y faire chaque jour. Nous, on avait la contrainte parce qu'on étalait les machines chaque soir afin de minimiser la consommation de ressources parce qu'on était sur Amazon. Et du coup, en fait, le matin, quand on démarre le cluster, on n'a plus de stockage. C'est pour ça qu'on a choisi d'autres solutions avec des avis, avec des retours d'expérience, surtout en ligne. On nous a conseillé en fait de passer à Rook Ceph. Ceph, c'est déjà connu par sa robustesse. Bon, ça tourne sur plusieurs plateformes déjà qu'on connaît déjà. Et la première problématique qu'on a rencontrée avec Ceph, la mise en place. Parce qu'on a pris, c'était un peu gênant en fait de prendre le deployment qu'on a sur le site officiel. Par contre, quand on lance sur un cluster avec des airbags, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on lance le deployment avec un namespace, donc le service account
qui est collé à ce namespace, il n'a pas le droit de lancer les pods en mode route. Du coup, ce qu'on a fait, on a retravaillé un petit peu le deployment. On a rajouté les droits à ce default service account pour qu'il puisse lancer les pods en mode route. Il y a aussi une autre difficulté, c'était le filtrage des nœuds. Filtrage des nœuds par IP. De base, on est parti pour bien dire à Ceph explicitement où est-ce les adresses IP pour construire sa topologie pour créer le cluster. Donc, dans la configuration, on dit, tu vas prendre tel nœud avec tel device. Mais le problème, en fait, c'est difficile à débugger. Quand vous lancez votre deployment, vous n'avez pas des logs, en fait. C'est juste les pods. Il y a, en fait, quand vous lancez votre cluster, il y a des pods qui initialisent les disques. Et du coup, en fait, vous avez juste les pods qui ne démarrent pas. Et après, vous n'avez pas d'informations, vous n'avez rien de... Du coup, ce qu'on a fait, c'est prendre la méthode un peu, je dirais même, bourrin, genre, je veux dire, OK, prenez tous les nœuds, mais sauf qui vérifie cette condition. Donc, du coup, il faut faire bien attention de bien filtrer vos nœuds. Attention aussi aux solutions qui ont leur propre solution de réplication. Par exemple, une base de données avec un master slave. Donc, quand vous lancez votre base de données, donc vous allez avoir un disque pour votre master et vous allez avoir aussi un autre disque pour votre slave. Du coup, ce qui se passe, vous avez de la réplication automatique entre les deux. Du coup, en bas, vous avez aussi votre solution de stockage qui va répliquer parce qu'il ne va pas savoir, il n'a pas en fait l'accès aux données. Donc, ce qu'il va faire, il va faire bêtement de la réplication des disques. Et vous allez répliquer la même donnée utilement. Donc, dans ce cas-là, si on a une base de données avec master slave, vous allez répliquer la donnée 6 fois. Pour la suite. Alors du coup, on en a parlé un peu tout du long, hein. Il y a plein de trucs qui manquent de polish. Parmi les chantiers qu'on va continuer à adresser, il y en a un, c'est l'installation complète hors ligne de la plateforme. Ça, c'était un projet qui était destiné à des installations on-prem dans des contextes bancaires. Donc, qui dit contexte bancaire, dit que c'est un peu relou pour faire accéder à Internet à 9 machines en même temps. L'idée, c'est là pour l'instant notre piste la plus sérieuse. Alors déjà, Squid, vous oubliez, hein, ça sert à rien d'essayer de proxy cacher une installation de Kubernetes. On a testé pour vous. Là, on a Nexus 3 qui commence à être pas mal, où on a du coup sur Nexus 3 des repositories Yum, des repositories Helm, des repositories Docker, et à la fois en mode host, où on va pouvoir mettre nos artefacts, et en mode proxy. On leur demande un truc et ils vont le chercher eux sur le net. Donc l'idée, ce serait d'installer notre Nexus, d'utiliser les API pour automatiser la configuration de tous les repositories qui correspondent à nos besoins, et de faire tourner une première install où tout le monde passe au travers du cache, sauvegarder le cache et arriver avec tout ça sur une clé USB chez un client pour dire voilà, j'ai un poste où il y a Ansible d'installer, j'ai ma clé USB avec mon cache Nexus 3 de charger, je peux installer hors ligne. Il faudrait qu'on se remette à jour, parce que Kubespray, maintenant, ils sont le dernier tag, je crois que c'est 2.8.3 ou 2.8.4. Donc, ce serait bien qu'on se pose une demi-journée pour faire le merge, pour vérifier que ça marche, que par hasard, leurs derniers développements ne sont pas en contradiction avec ce que nous, on a fait. Il faudrait qu'on gère un DNS interne hors Kubernetes, parce que même si je l'ai fait, je suis pas fier d'avoir rempli des ETC hosts via des playbooks Ansible. Donc ça, ce serait bien que ça dégage. Et qu'on gère du coup une vraie zone DNS à l'extérieur de Kube, mais qui décrivent notre infrastructure et qui permettent d'avoir un point de pivot si par hasard on a besoin de faire des opérations sur les machines. Automatiser la création de l'input Greylog via les API, valider une installation sur Debian, parce que CentOS c'était les besoins du projet, mais c'est pas mon choix de cœur. Faire des crash tests et faire de l'entraînement à l'exploit, parce qu'en fait on a on a une méthode qui est valide au quotidien en mode projet. Pour autant, je pense qu'avant de se lancer sur une vraie prod avec des vrais applis et du troubleshooting de terrain, ce serait pas mal qu'on s'organise des journées où on a des scénarios de test, on va péter des nœuds, vérifier ce qui marche pas, boucher les trous, sécuriser les ressources via des politiques de limits et de request pour chaque
service du fond de panier de notre infra, et organiser tout ça pour que ça puisse rentrer dans l'autre sous-répertoire intéressant de Cubespray qui est Contrib. Et dans Contrib, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas aussi. Donc si vous utilisez Cubespray de base, genre Equity, GlusterFS, c'est bien. J'ai trouvé qu'il y avait du Equity, GlusterFS en faisant un grep sur les sources de Cubespray. Mais pour autant, c'était pas complet, ça marchait pas, on s'est basé dessus. On a testé Du des coup, trucs. sur la dernière version, ils ont écarté des contrib et après ils ont replacé par Uxef. Ouais, il y a un safe operator, mais qui nécessite d'avoir un cluster safe à l'extérieur. Il sert juste à discuter entre Cube et un cluster safe externe. Or, nous, on le voulait dedans. Donc voilà, il faudrait qu'on organise un petit peu tout ça pour faire de la contrib à Cubespray. Et accessoirement, puisque vous êtes nombreux et ultra motivés, je vous invite à venir aussi sur les repos de code, à proposer des patchs, des améliorations, éventuellement des issues, même si vous êtes que utilisateur pour un lab, ça nous ferait plaisir d'avoir des retours dessus et d'essayer d'améliorer un peu la qualité de la plateforme avec vos propositions. J'ai pas résisté. Je pense que c'est la meilleure blague de Ghostbusters de la conf. Sauf si quelqu'un a trouvé la même. Mais est-ce que vous avez des questions? Ah, pardon. Vous avez des questions? Posez-les. C'est la première qui est la plus dure en général. Oui? Ah, c'est ouvert, mais Non, c'est welcome. ouvert, ouais, c'est On n'a pas assez d'heures dans une journée pour faire évoluer ça. Donc, alors, c'est aussi pour ça qu'on a fait de l'infra. Alors, pardon, je vais répéter la question, parce qu'il n'y a pas eu le. Donc, comment s'assurer d'une version à l'autre de Kubernetes que ça continue à fonctionner? C'est pour ça en fait, on a fait la partie prototype sur Amazon, parce qu'en fait, notre étalon, c'est notre architecture IaaS pure sur Amazon. On considère que si ça marche, alors on-premise, ça doit marcher. Donc, typiquement, pour l'installation hors Internet, on se met dans un mode où les machines n'ont pas accès à Internet, mais elles ont accès qu'au repository. Donc là, l'idée, c'est pour chaque nouvelle version, il faut monter un cluster à part, le déployer en version N, faire appliquer la montée de version N+1, vérifier que tout fonctionne, appliquer notre politique de test, et à partir de là, on s'autorise à passer sur une plateforme qui est en version N et lui appliquer la même chose. L'idée, c'est vraiment que toutes les opérations puissent être testables hors prod. Ouais. Si vous voulez, en fait, on a refait l'insta sur du on-premise. On a eu presque le même résultat en fait, sur Amazon. Et pour la partie test d'héberge, on n'a pas un process automatique en fait, qui vérifie la mise à jour, le merge. Ça a été bien fonctionné. Mais comme il a dit Aurélien, genre on teste la nouvelle version et après on merge petit à petit avec les tests. Ouais. De rien. Oui. Oui, alors moi j'ai une question plus pour voir si j'ai bien compris. Quand un développeur déploie une application sur le cluster, est-ce que les utilisateurs de cette application passent par le input ou est-ce qu'ils passent directement Alors, les utilisateurs, eux, ils vont arriver, a priori, ils vont arriver d'Internet, on va dire, si c'est Ouais. une application publique. Ils vont arriver d'Internet sur un nom de domaine qui va les envoyer sur un load balancer, qui va les envoyer sur un port, un node port Ingress. Kubernetes, Mhm. qui est déployé sur tous les nœuds qu'on veut exposer. Ce node port, il envoie les flux sur un ingress controller qui est à l'intérieur de Kube. Et cet ingress controller va forwarder vers le bon service applicatif dans Kube. D'accord, ok, donc le input c'est juste pour la config comme on a vu. Exactement, c'est ok. que la maintenance, Bah merci. c'est les coulisses.
je pensais pas que ce serait Question, aussi pardon. complet. Ah, question. Micro. Pourquoi ne pas avoir mis le Greylog dans le cluster? Ouais. Pour garder votre cluster, genre, vous n'avez plus de log. Parce que là, de base, on avait la supervision qu'on l'a mis dans le cluster. Il y a toujours le risque, en fait, si vous perdez votre cluster, vous n'avez plus de supervision, tout simplement. Mais après, on préférait la partie log. Au moins, on a quelque chose en fait, qui persiste. Si on perd le cluster, au moins, on a un moyen pour investiguer pourquoi ça crachait. Donc pour le troubleshooting de pourquoi notre cluster crash, les logs c'est plus utile que les métriques. Ouais. Et puis il faut être honnête, le fait qu'il n'y ait pas de chart Helm disponible sur Internet qui déploie du Greylog, ça a joué aussi. Hein. C'est... Accessoirement, vu que c'était à destination d'intégration dans des équipes d'Ops qu'on ne connaissait pas à la base, on avait juste une discussion avec un référent technique du client final pour la partie durabilité des logs, qui était quelque chose de très important pour eux. Ils étaient plus en confiance avec une solution externe où on puisse faire scaler indépendamment les moteurs de réception, donc le moteur Greylog, qui est une brique qui peut scaler indépendamment de la partie Elasticsearch qui fait l'indexation et le stockage, et qui peut scaler indépendamment de la partie Mongo qui sert la configuration pour les différents nœuds Greylog. Ça leur paraissait plus chouette. Ça aussi, ça fait partie des contraintes juridiques. Ça y est, je pense que oui, aussi, ouais. c'est suggéré aussi par l'ANSSI. Je pense qu'il faut garder les logs au moins pour une période de 6 mois, je pense, ou plus. Et après, j'imagine, dans un contexte bancaire, c'est un peu critique. Question. Excuse-moi, je t'ai volé la vedette un petit peu. Ninja. Moi, je me posais la question par rapport aux ops, justement. Eux, quelles sont leurs actions sur leur config ou l'expression de leurs besoins? C'est-à-dire que ça va être les devs derrière qui vont faire toutes les actions en fonction de leurs exigences, toutes les confs? Ça dépend ce qu'on entend déjà par Ops et par action. Alors, dans notre cas, je vais essayer de résumer. Déjà, on était dans la même pièce, Dev et Ops. Alors, nous qui construisions la plateforme et les développeurs qui construisaient l'application, on était dans la même pièce. Donc, c'était plus simple pour interagir. Et accessoirement, on se parlait. Donc, là-dessus... Par contre, sur la plateforme cible, normalement, ce socle-là, ce proto-là, il était censé être déployé chez chacun des clients de notre client et opéré potentiellement par un infogérant qui n'allait pas connaître forcément les entrailles de la bête, quoi. Donc, dans l'idée, normalement, les développeurs, dans la cible finale, les développeurs, ils alimentent ils peuvent avoir la main en tant qu'admin sur tous les environnements prototype hors prod, et à la fin, ils alimentent un repository qui met à disposition ça pour tous les clients finaux qui ont chacun leur cluster. Et là, par contre, on passe sur un niveau infogérant où le déploiement, c'est je me connecte sur AWX, j'appuie sur le bouton qui récupère la version depuis l'éditeur de logiciel et qui l'injecte dans mon cluster et qui fait le déploiement. Et normalement, l'idée, c'était qu'on puisse isoler les différents niveaux d'expertise pour avoir vraiment du support niveau 1 qui fait que pousser des boutons d'après des procédures et des captures d'écran, du support niveau 2 qui a potentiellement le droit d'aller éditer les variables fournies au playbook qui sont lancés pour pouvoir aller plus dans le détail, et support niveau 3 qui peut aller en SSH directement sur les masters, quoi. Okay. Je voulais revenir au Greylog, là. Oui. Ce que j'ai compris, vous avez un collecteur qui, sur chaque node, va lire les fichiers de log. Pourquoi Ouais. vous n'avez pas configuré directement Docker pour utiliser le log driver Greylog et envoyer en direct sur le serveur Greylog? Parce que si vous perdez votre node, vous pouvez perdre en premier le collecteur et à ne pas avoir les dernières lignes de log. C'est vrai, ça, pourquoi t'as pas fait ça? Non, si j'ai bien compris la question, en fait, c'est le plus simple, c'est de passer par les sorties standards. Je suis d'accord avec toi en fait, sur le fait que si vous parlez un nœud, vous perdez une partie de log, tout simplement. Par contre, le plus simple avec FluentD, il intègre déjà Greylog, c'est déjà pas mal. Et aussi donc, déjà le fait qu'il a un namespace à part, etc. Et aussi,
FluentD, en fait, elle est vraiment plus simple à mettre en place. C'est juste lancer le daemon set et c'est lui en fait qui fera directement les sorties standards directement vers le. Et il le fait en fait à la place de, par exemple, Docker, parce qu'il fera tout ce qui est dans Verilog Containers, il le fera directement à Verilog. Donc il le fait à sa place. Donc au lieu en fait de se taper, d'aller directement dans Docker, faire la conf pour forwarder les sorties vers Verilog. En plus, on ne sait pas de quel plugin il utilise. C'est plus simple de mettre FluentD au lieu de passer par la conf Docker. Et je rajouterais à ça que le pire, c'est que si ça se trouve, Kubespray nous permet de le faire assez facilement. Mais en fait, Kubespray, c'est tellement riche que je pense on a dû voir en 6 mois de projet, vu qu'on avait un objectif opérationnel qui n'était pas l'analyse en profondeur littéraire de Kubespray, je pense qu'on a dû voir 45% des fonctionnalités, en fait. Des différentes options. Je continue à en découvrir toutes les semaines, quoi. Au fur et à mesure que j'ai un besoin, maintenant j'ai le réflexe, je vais faire des greps. Je fais des greps dans Greylog et puis je vois s'il y a des trucs qui concernent mon sujet. Il y a effectivement de la doc autour de Kubespray. Pour moi, elle n'est pas assez riche, dans le sens où ça ne définit pas une méthode de travail avec. C'est-à-dire qu'il y a plein d'exposés, mais en fait, il y a tellement d'informations qu'on est noyé. C'est simple, c'est un truc que j'explique en projet. Il y a 2 façons de ne pas donner une information, c'est soit de la cacher, soit de tout donner, mais tellement d'informations que de toute façon c'est noyé au milieu. Là, on est un peu dans ce deuxième cas. Le fait de capter les STD out, ça paraissait vachement plus simple que d'aller finement dans la conf des outputs. Et il y a aussi, je rajouterais juste un dernier point, c'est FluentD en fait, il a un peu de retard sur la visibilité de ce qui tourne sur la VM. Du coup, en fait, il forward aussi tout ce qui est metadata, genre le namespace dans lequel elle tourne ton application, et aussi d'autres informations sur le nœud, sur l'ensemble. Et après, si on passe par Docker, il n'a pas forcément cette visibilité-là. Genre, on peut forwarder un log, mais on ne sait pas il tournait sur quel namespace, il tournait sur quelle machine. Moi, j'utilise FileBit. Vous allez voir Elasticsearch, ça marche Comment bien aussi. J'ai pas entendu. J'utilise FileBit de la stack élastique et là, il y a tous les métadonnées qui marchent bien avec les D'accord. versions. Pour le coup, FileBit, c'était une solution aussi. On a testé FluentD, ça a marché. Du coup, on n'a pas été chercher plus loin. Mais... Et après, l'autre version qui est vraiment orientée Kubernetes, c'est FluentBit. Mais le problème avec cette version, j'ai cherché en fait pas mal. Je suis entré même sur le Slack de la communauté, mais il n'y a pas une sortie GELF qui est compatible avec Verilog. Ouais. Question. Ah, là-bas. Bonjour. Bonjour. Comment vous gérez les backups dans toute cette techno? On m'entend pas? Non. Non, Enfin, pardon. moi, non, en tout Là, cas. si Mais vous- je me fais vieux. Mais, Comment vous gérez les backups? Des bases, Ah, de ce excellente qui se question. passe Comment dire? Moi, parce que... On n'en est pas là? Si, en fait. Non. On s'est beaucoup plus concentré sur la partie résilience des données. Après, ça va dépendre aussi de ce qu'on veut backuper. Là, le premier cas, c'était Mongo, c'est ça? C'est Mongo, ouais. Il y a aussi autre chose, je ne me rappelle plus laquelle. Qu'est-ce qu'on a mis sur le S3? Sur le S3, non, je ne sais plus. Mais l'idée, de toute façon, la partie stockage des backups, ça va se faire en externe. Là-dessus, on n'a pas de solution interne au cluster. Une solution, ça pourrait éventuellement, si on veut rester dans le cadre de ce genre de projet pour avoir une maintenance unifiée, etc., ça pourrait être d'avoir des nœuds qui soient dédiés au storage, où du coup on a une storage class qui soit dédiée au backup, qui soit sur des nœuds identifiés et qui ne servent que au stockage, et que du coup les mécanismes de backup prennent la data et l'injectent sur des volumes qui sont identifiés, flagués, et que ceux-là, on peut dire à un autre sous-système de sauvegarder carrément directement les devices, quoi. Suivant, en fait, si on a déjà la data sur les disques, elle est déjà partie sur les disques, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire créer des snapshots réguliers. Et après, je peux te donner l'exemple. On a fait déjà le backup sur la partie, sur la base de code.
C'est notre partie du projet, c'est la GitLab, partie ouais. GitLab. Ouais. Tout ce qu'on faisait, c'est dans GitLab, en fait, ils t'offrent le moyen pour faire des backups, ils envoient directement vers le S3 d'Amazon. Et après, derrière, il y a d'autres serveurs qui tournent en premise qui se connectent sur le S3 et après, ils tirent l'état qu'on a envoyé sur le S3. Merci. Je t'en prie. Petite dernière pour la route, non? C'est encore du temps. Bon, Merci. une fois, deux fois, trois fois. De toute façon, si vous pensez à d'autres questions, on est là encore toute la journée, on est là tout demain. Donc, n'hésitez pas à venir discuter. Allez, directement. Et merci à tous pour votre attention.